Du coup, j'ai pour mission de vous parler de la prise en charge du traumatisé crânien en réanimation. Donc, on verra, il y a déjà quelques notions qui ont déjà été abordées par l'orateur précédent. On va poursuivre dans cette direction. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc là, l'histoire, bien souvent, pour nos patients traumatisés crâniens, commence avant l'admission en réanimation. Donc souvent en pré-hospitalier, où ils ont pu être victimes d'un accident de la voie publique, comme le suggère la photo sur la diapositive, d'une agression ou d'une chute. Les secouristes arrivent sur place et ils vont faire une évaluation des lésions visuelles, de visu, ou de celles supposées. Et dans l'évaluation qu'ils vont faire, il va y avoir une évaluation neurologique. Alors cette fois-ci, le score de Glasgow va être approprié, puisque c'est un score qui a été validé pour le traumatisé crânien il y a bien des années, en fait. Donc pour mémoire, 3 items, réponse ouverture des yeux, réponse verbale, réponse motrice. Et la somme du meilleur score de ces 3 items va nous donner une indication sur l'orientation du patient par la suite et sur la conduite à tenir au niveau thérapeutique. Donc on considère qu'un patient est traumatisé crânien grave quand son Glasgow est inférieur ou égal à 8, ce qui va sous-tendre d'ailleurs pour les secouristes qu'il va falloir l'intuber, parce que là il aura perdu, et ça a été évoqué précédemment, la faculté de protéger ses voies aériennes supérieures, et puis qu'il faudra mettre en route une sédation, alors peut-être moins pour l'adapter au respirateur que pour commencer à protéger le cerveau en diminuant le métabolisme cérébral par exemple. Et puis, ils vont commencer à gérer ce qu'on appelle les axos, dont vous avez sans doute tous entendu parler, donc les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre longuement, puisque ça va être l'objet de la présentation suivante, donc je fais un peu de teasing. Mais gardons à l'esprit que ça fait partie des éléments de prise en charge fondamentale de nos patients traumatisés crâniens. Donc une fois que le patient aura été stabilisé, ils vont l'emmener à l'hôpital, dans l'idéal vers un trauma center. Si c'est dans le cadre d'un polytraumatisme, il bénéficiera d'un body scan. Donc on va faire des compléments de bilan, on va pouvoir visualiser les lésions dont il est porteur exactement. Vont être traitées les lésions qui mettent en jeu le pronostic vital immédiat. Donc ça peut être un foie qui saigne, une rate qui saigne, un fémur qui saigne par exemple, enfin quelque chose qui saigne en tout cas. Les hématomes à l'intérieur de la tête qui sont immédiatement compressifs, et sur le scanner présent à l'image, on voit un bel extradural qui dévie un peu la ligne médiane avec une disparition des ventricules quasi complète. Donc ça, c'est considéré comme une urgence neurochirurgicale. Ça doit être, dans l'idéal, opéré tout de suite. Et une fois que cela aura été fait, et ben c'est là qu'on récupère les patients en réanimation, généralement. Une réanimation d'attente. Alors pourquoi d'attente ? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire juste que les lésions primaires, on les connaît, on les a vues, elles existent. Un hématome extradural, un hématome sous-dural aigu, des pétéchies, des contusions, des lésions axonales diffuses. Elles sont toutes porteuses de séquelles potentielles. Et malheureusement, à ces lésions primaires pourront éventuellement se surajouter des lésions secondaires qui vont être liées en partie aux axos, toujours teasing en fait, mais en partie à ce qu'on pourra appeler aussi les agressions cérébrales secondaires d'origine centrale, au premier rang desquelles l'hypertension intracrânienne. Pour quelle raison ? Parce que suite au traumatisme crânien, vont se mettre en route une cascade de phénomènes qui vont potentiellement conduire à un gonflement du cerveau. Il peut y avoir de l'œdème de façon très localisée autour des contusions par exemple, ou de l'œdème généralisé sur l'ensemble du cerveau. Donc tout ça va conduire à des lésions définitives. Ces lésions secondaires vont aggraver le pronostic initial et occasionner des séquelles parfois irréversibles. Donc nous, on va surtout, dans cette présentation, s'attarder un peu sur l'hypertension intracrânienne. Donc sans vous faire offense, quelques rappels quand même. La boîte crânienne, c'est de l'os, c'est inextensible, c'est à la fois un bon ami pour le cerveau parce que c'est ce qui permet de le protéger dans des situations normales, mais ça peut devenir son pire ennemi quand cette situation normale est un peu dépassée. Donc à l'intérieur de cette boîte crânienne, qu'est-ce qu'on a ? On a 3 secteurs, on a du parenchyme cérébral, on a du liquide céphalorachidien, on a du sang, et tout ça est à l'équilibre en temps normal. Donc dès qu'il va y avoir une augmentation de volume sur un de ces secteurs, sur 2, voire sur la totalité de ces secteurs,
la pression à l'intérieur de la tête va augmenter et contribuer, en cas extrême, à provoquer ce qu'on va appeler de l'hypertension intracrânienne. Donc pour mémoire, une pression intracrânienne normale, c'est à la louche inférieure à 15 mm de mercure. Et on va parler d'hypertension intracrânienne si la pique est supérieure à 20 voire 25 mm de mercure pendant au moins 3 à 5 minutes. Et cette notion de durée est importante. Cette notion de plateau et de durée est importante. Il ne s'agit pas d'un pic hypertensif qui est immédiatement régressif. Quand on tousse, la pression à l'intérieur de la tête va monter, mais elle redescend automatiquement. Pour les patients atteints d'hypertension intracrânienne, la particularité, c'est qu'elle ne redescend pas, justement. Parmi les éléments sur lesquels il va falloir être vigilant, c'est la conservation du débit sanguin cérébral. Le cerveau est un organe fragile, avec assez peu de réserves. Il a besoin d'être perfusé, irrigué correctement. Et ce débit sanguin cérébral est en étroite dépendance de la pression de perfusion cérébrale. Et cette PPC, elle est elle-même dépendante de la pression artérielle moyenne et de la pression intracrânienne. Donc le goal qu'on doit viser, c'est en gros 60-70 mm de mercure. Donc on voit assez vite que pour une pression artérielle moyenne qui paraît normale, de l'ordre de 70 mm de mercure, si le patient a 20, 30, 40 de pression intracrânienne, on est largement en dehors des objectifs et peut commencer une souffrance du cerveau par ischémie, en fait. L'autre versant de cette élévation de pression intracrânienne, ça a déjà été abordé, c'est les phénomènes d'engagement. Le cerveau va chercher à s'échapper par là où il peut. Généralement, il peut par le foramen qui est présent à la base du crâne. Et malheureusement, c'est là aussi que passe le tronc cérébral. Et la compression du tronc cérébral, c'est la compression des centres vitaux, en fait. Donc la surveillance clinique, pour nos patients, qui sont les plus graves en réanimation, elle est malheureusement assez pauvre. Le seul signe un peu spécifique de l'hypertension intracrânienne, c'est l'œdème papillaire. Donc il se voit au fond d'œil. Donc autant dire que ce n'est pas un examen qu'on va réaliser en routine de façon pluriquotidienne au lit du patient. Les autres signes, malheureusement, ne vont pas nous apporter grand-chose parce que ça concerne surtout des patients qui vont être éveillés, donc l'altération de niveau de conscience, les céphalées, les vomissements, etc. À la limite, on pourra voir au moins des éléments de la triade de Cushing, qui est un marqueur de la souffrance du tronc cérébral, donc l'hypertension et la bradycardie. En ce qui concerne la fréquence respiratoire, c'est-à-dire la bradypnée d'un type un peu particulier, on ne la verra pas puisque généralement ils sont ventilés en ventilation contrôlée, en fait. Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'observation de la modification pupillaire. Donc ça, c'est le signe clinique que nous, paramédicaux, avons à surveiller de façon prééminente au lit du patient. Alors pour quelles raisons? Ça a déjà été abordé un peu. Le tronc cérébral est porteur de paires de nerfs crâniennes. Celle qui nous intéresse là en l'occurrence, c'est la troisième paire, le nerf oculomoteur, qui gère la dilatation de la pupille. Donc là, ce qu'on voit sur la photo, c'est une anisocorie, donc une dilatation du côté de la compression de ce nerf. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est est-ce qu'elle était préexistante ou non. Il peut y avoir des lésions du 3 direct, donc il faut vraiment faire attention à ça. Si elle n'était pas préexistante, si elle est d'apparition brutale, et encore pire, si elle est aréactive, dans ces cas-là, il faut vraiment tirer le signal d'alarme, parce que si on fait rien, je suis désolé, je n'avais pas de photo de mydriase bilatérale, mais le chapeauté, il est plutôt mignon quand même. Donc on va assister à un tableau de mydriase bilatérale, c'est-à-dire que le tronc cérébral va être complètement comprimé, et là c'est l'urgence absolue. Du coup, ce qu'on va vous demander de faire sans doute, c'est déjà de prévenir le médecin de façon assez urgente. Il vous demandera sans doute de renforcer la sédation ou de pousser des bolus de sédation, à voir en fonction de l'état du patient, de faire un peu d'osmothérapie. Donc en fonction des services, ça peut être mannitol ou sérum salé hypertonique. Il fera peut-être un Doppler transcrânien pour aller mesurer les vélocités à l'intérieur et l'index de pulsatilité. Et puis, il faudra sans doute préparer le patient pour partir au scanner pour aller voir ce qui se passe in situ, pour éventuellement intervenir rapidement. Donc, dans les éléments cliniques, on a vu qu'hormis la surveillance pupillaire, on n'avait quand même pas grand-chose. Du coup, pour les patients dans le coma et ou sédatés, on va mettre en route un monitorage de la pression intracrânienne. Donc, ce monitorage, il peut être fait soit par une fibre posée à la surface du cerveau, un capteur intraparenchymateux,
qui permet de mesurer la pression intracrânienne en continu. Et ça peut être fait, je ne sais pas où vous travaillez, mais il y a un tas d'endroits où ce sont les réanimateurs qui les posent au lit du patient. Et puis ça peut être fait aussi via un drain qui cette fois-ci est très invasif, et ça nécessite un neurochirurgien. Une dérivation ventriculaire externe qui va être positionnée dans un des ventricules latéraux du cerveau et qui offre le double avantage de pouvoir monitorer la pression à l'intérieur de la tête et de en soustraire du liquide céphalorachidien, du coup de nous permettre de lutter contre l'hypertension intracrânienne en enlevant un peu de liquide présent à l'intérieur de la boîte crânienne. Et puis comme on le voit sur la photo, c'est un de nos patients en fait, on peut avoir les deux, ce qui permet d'avoir un monitorage de la pression intracrânienne en continu et une dérivation du liquide céphalorachidien en continu. Donc c'est ceinture et bretelle en fait. Donc dans les lignes de traitement, un des éléments fondamentaux, c'est l'installation du patient, et ça nous appartient vraiment en propre. Donc le buste, alors je précise, à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication médicale, parce qu'on peut avoir affaire à des patients polytraumatisés qui peuvent avoir des fractures multiples au niveau du rachis, au niveau du bassin. Donc les positionnements sont évidemment à prendre avec beaucoup de précautions. Mais pour un patient en standard, qui aurait eu un traumatisme crânien isolé par exemple, on l'installera avec le buste à 30 degrés, qui est un bon moyen terme entre la gestion de la partie respiratoire et la gestion du drainage de la tête. Donc il faudra faire attention au positionnement de cette tête, notamment l'axe tête-coutron, éviter les têtes qui penchent sur le côté, éviter les hyperflexions et les hyperextensions de la tête. On a des troncs vasculaires qui passent au niveau du cou, qui peuvent être étirés, comprimés si la tête n'est pas positionnée correctement, et tout ça peut nuire gravement au drainage de la tête et contribuer à augmenter la pression intracrânienne. Et puis, ça c'est très pratique, faire attention aux mentonnières des pansements de tête et aux minerves rigides qui, quand elles sont très serrées, viennent comprimer très fortement le cou. Et parfois, on peut gagner 2 à 3 points de pression intracrânienne juste en desserrant la minerve rigide. Dans les éléments de traitement, on va pouvoir schématiquement les diviser en 3 paliers progressifs. Donc le premier palier, le patient est en hypertension intracrânienne. Souvent, il a été mis en route avant même l'admission en réanimation. Ça correspond à l'optimisation de la sédation. On utilise souvent midazolam sufenta comme sédation à des doses thérapeutiques. L'objectif n'est pas le confort du patient ou de l'adapter au respirateur. L'objectif est vraiment de diminuer le métabolisme cérébral. C'est souvent ça le but. De gérer la ventilation, et notamment sur la partie de la capnie. L'hypercapnie est délétère, l'hypocapnie aussi d'ailleurs, mais l'hypercapnie, par son aspect vasodilatateur, va encourager l'augmentation de pression à l'intérieur de la tête. Donc l'optimisation ventilatoire est fondamentale. L'osmothérapie, donc encore une fois, mannitol versus SSH, ça dépend. Pose de pic, pose de DDE, tout ça on a vu. Le deuxième palier, si le patient, malgré la mise en route du palier 1, continue à faire de l'hypertension intracrânienne, ça va être la majoration des sédations. Donc généralement, on ajoute une troisième molécule, souvent du propofol, qui est utilisé là aussi à dose très confortable. Le nursing sans mobilisation, jusque-là, on pouvait se permettre, parce que le patient était peut-être relativement stable, de faire des préventions d'escarres en le tournant, etc. Là, c'est fini. On arrête complètement tout ce qui est stimulation, le plus possible, en tout cas tout ce qui est stimulation externe, et notamment les mobilisations, la mise à plat, c'est prohibé, enfin voilà. Et puis, on sera peut-être amené à mettre en route de l'hypothermie ciblée. Alors, dans un premier temps, on visera le 36,5-36 pour son effet sur la diminution du métabolisme cérébral. Ça va nous aider à lutter contre l'hypertension intracrânienne. Et puis, si malgré tout ça, le patient fait quand même de l'HTIC réfractaire, on sera peut-être amené à majorer l'hypothermie, alors avec beaucoup de précautions, parce qu'après, on peut assez vite rentrer dans des zones où ça peut être délétère, notamment à cause de l'hémostase, enfin, si on descend trop bas. On pourra, de façon ponctuelle ou en continu, sur une HTIC réfractaire, introduire du thiopental, qui est une molécule extraordinaire pour lutter contre l'hypertension intracrânienne, mais qui est bourrée d'effets secondaires, et qui a comme particularité, en surdosage, de mimer parfaitement la mort encéphalique, d'où la recommandation de mise en route d'EEG continu, d'électroencéphalogramme continu, pour éviter d'aller trop loin dans la bienfaisance.
Et puis, dans certaines conditions, pour certains patients, et vraiment, c'est à discuter au coup par coup, pourrait être proposée une craniectomie décompressive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est tout simplement qu'on va enlever un morceau d'os pour permettre au cerveau de s'expandre. Alors ça, pour l'hypertension intracrânienne, c'est souvent radical, même si certains patients échappent, malgré tout, au traitement. Et là, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait proposer, au niveau chirurgical et au niveau médical. Donc si après ça, le patient continue à faire de l'HTIC, on est arrivé au bout du chemin. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. Donc en conclusion, la neuroréanimation concernant nos traumatisés crâniens, ça va être identifier les défaillances neuro pour pouvoir intervenir dessus. Et puis après commence une deuxième vie. Il y a souvent 2 étapes. Pour les familles, c'est parfois difficile à comprendre ça en fait. Ça va être la deuxième étape, ça va être le sevrage des suppléances, la diminution des sédations. On a passé la phase aiguë, on peut réfléchir à autre chose. Et là va commencer un autre exercice qui va être celui, ça a déjà été abordé précédemment, celui de la pronostication, celui de l'évaluation des lésions. Et ça peut occasionner quelques soucis. Du coup, un de nos boulots majeurs, tous ensemble, en équipe, c'est vraiment de prévenir l'apparition des lésions secondaires en jouant sur les axos, en prévenant l'hypertension intracrânienne, parce que ça peut gréver de façon très importante le pronostic initial. Merci à vous.